Bonjour, nous voici donc là réunis pour la troisième partie de notre réflexion sur l'imposture cruelle des migrants. Et aujourd'hui, nous allons voir comment le mondialisme ne fait que préparer la guerre, tandis que le fondement de la paix réside dans le nationalisme. Donc nous avons vu, on nous impose une guerre, et une guerre qui va ressembler, la dernière fois on avait évoqué cela, et on va développer aujourd'hui, une guerre qui ressemble à la guerre des partisans, c'est-à-dire à une guerre non conventionnelle. Une guerre donc qui ne respecte pas les lois de la guerre, qui ne respecte même aucune loi. Une guerre où la population civile n'est plus protégée parce que justement elle participe au combat. Or, la guerre économique que la synarchie des Mammonites a déclenchée est une vraie guerre qui tue des gens, qui conquiert des terres. Et donc c'est une guerre mais sans le nom de la guerre. Et en ruinant les économies nationales, elle a servi les nations tout autant et même encore plus intime, plus intérieur, plus efficacement donc que par des chars. L'usure fait des ravages encore plus terribles que des obus. Or, le droit des nations, face à cette guerre non conventionnelle, permettait justement l'exécution de ces partisans, de ces civils, pour justement contraindre les populations civiles, dont elles sont une partie, de ne pas participer à la lutte. Toute nation qui a eu à mener une guerre contre des partisans, a pris des otages, a effectué des représailles. L'Angleterre, l'Allemagne, la France l'ont fait jadis. En Indochine, la France a détruit des villages en représailles et a fusillé même des hommes sur de simples soupçons. C'était, vu le combat, nécessaire. Dans le sud de l'Allemagne, après la guerre, en avril 1945, la puissance d'occupation française a publié cet avis, je cite, « Si un soldat ou un civil français est tué ou même blessé, 2 otages allemands seront fusillés. » Donc 2 civils, 2 gars qui sont pour rien. En cas de récidive, le quartier de la ville dans lequel le fait s'est produit sera incendié. Représailles, on détruit le quartier. À Soldin, dans le Danemark, toujours en Allemagne, donc, un Allemand avait abattu un soldat russe. Alors, vous allez voir, le motif était légitime. Ce soldat russe était sur le point de violer une femme. À la suite de cela, le commandement russe fit fusiller combien d'hommes en représailles 120. Donc 120 hommes pour un soldat russe tué. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, de justifier toutes sortes de représailles. Certaines sont, comme on vient de le voir, injustes, outrancières et donc immorales. Mais certaines sont justes et donc morales, car elles sont nécessaires pour la protection du bien commun. Le règlement militaire anglais, article 452 en 1947, disait « Les représailles sont essentiellement un moyen de contraindre l'ennemi, autant que c'est possible, à rester dans les limites du droit des gens, donc dans le droit de la guerre. » En l'occurrence, donc, il fallait obliger l'ennemi à se battre à visage découvert. C'est ça la guerre conventionnelle, c'est-à-dire avec un uniforme. Le combattant sans uniforme, c'est donc un soldat qui se cache sous l'apparence d'un civil. Il se met donc hors des lois de la guerre et par conséquent hors de la protection des lois des lois de la guerre qu'on accorde aux combattants, la différence avec les non-combattants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mafia usurière, elle se cache, elle fait la guerre, mais cachée derrière une cravate. C'est pas à visage découvert. Réfléchissons à cela. Pendant la guerre, la destruction gratuite d'infrastructures civiles était un crime de guerre. Mais en temps de paix, aujourd'hui, la destruction d'une économie d'un pays, par spéculation, par migration massive, par usure, n'est pas considérée comme un crime de guerre. Et donc, ce n'est pas directement punissable comme un crime de guerre. Et il y a là donc un vrai problème, un problème à revoir. Il y a un vide juridique qui est fort nuisible à la survie de nos peuples et de nos patries. Mais remarquons bien sûr que dans l'invasion migratoire, la majorité des migrants, contrairement aux partisans, n'ont pas la conscience d'être des soldats du chaos futur qui évoluent par l'école kabbaliste. La plupart ne le savent pas, mais pourtant c'est à cela qu'ils servent.
Ils sont employés pour cela, ils sont payés, certains pour cela. Ils sont envoyés où on les aide à aller en Europe pour eh bien, détruire son reste de cohésion ethnique et ses racines chrétiennes, pour laisser place justement à la mafia, une mafia de gouvernance mondiale. On fait des recherches sur ces gens qui dirigent particulièrement, qui favorisent particulièrement ce phénomène des migrants, du grand emplacement, et sur ceux qui, dans le passé, ont favorisé le déficit démographique des pays européens, en légalisant d'abord cette loi contre nature du divorce, puis cette autre loi contre nature de tuer l'avortement, de tuer les enfants dans le sein de leur mère. J'ai cherché le point commun entre, par exemple, c'est ce George Soros, qui est l'homme qui a fait sa fortune sur la ruine des économies nationales, ou Alfred Naquet, celui qui a œuvré au divorce, donc a cassé les liens du mariage, ou Simone Veil, qui a été le fleuron du combat pour légaliser l'assassinat des enfants dans le ventre de leur mère. Eh bien, vous trouverez qu'il y a là, comme point commun, l'idéologie judéo-maçonnique. Remarquons aussi que il n'y a pas qu'une guerre, la situation est plus complexe, il n'y a pas que des méchants, il n'y a pas que des gentils. C'est que ceux qui subissent même, bien sûr, ces lois de la guerre perverses, eh bien, sont une part de responsabilité, car rien ne nous oblige à être infidèle à notre femme, rien ne nous oblige à tuer son enfant, donc on a une part de responsabilité, car la guerre se mêle aussi à ce suicide, à cet aveuglement, cette folie. Mais il y a par contre quelque chose où là on est vraiment les victimes, c'est trahi par nos élites, ce sont l'usure qui règne de manière mondiale maintenant, et qui affaiblit nos pays, notre indépendance. En tout cas, il y a des gens, il y a des organismes qui sont obsédés par la destruction des ethnies et des frontières. Et après 200 ans de propagande contre le dogme chrétien qui protégeait l'ordre naturel, eh bien, ce processus arrive à son bout, grâce en particulier au poison des droits de l'homme, qui sont, comme l'explique Hervé Ryssen, un concept clé dans l'arsenal de la propagande cosmopolite. Ainsi, chaque être humain, sans distinction de race, de nationalité, de religion, peut s'installer où et vivre où bon lui semble, sans considération de frontières, en faisant fi des droits des autochtones dans leur propre pays. Donc pour se libérer des migrants, il faut d'abord se libérer des droits de l'homme, parce que ça c'est un poison, une imposture qui nous tue. Face à l'invasion migratoire, il n'y a aucune vraie réaction politique, de la clique politique. Elle a depuis bien longtemps trahi les intérêts du peuple et de la patrie. Mélenchon, c'est vrai, n'est pas kabbaliste, mais il est franc-maçon. Il travaille à l'idéologie mondialiste. Et quand il prétend défendre les intérêts du peuple français, il ment, puisqu'il affirme par ailleurs, au micro de Hit Radio, il y a quelque temps, ne plus pouvoir vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc, mondialisme, migration. Et il concluait en disant « Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus, c'est au-delà de mes forces. » Quand, dans un pays, avant, quand un pays était envahi en masse, l'État se défendait, le pays se défendait. Aujourd'hui, l'État ne se défend plus. En tout cas, l'État ne défend plus son peuple. Et au contraire, il donne de l'argent aux étrangers qui pénètrent sur notre sol. Et à cela, il persécute et il fait taire les autochtones, les gens du pays qui se plaignent, qui se défendent, en les condamnant comme des soi-disant racistes ou des gens dangereux. Bref, il faut se rendre à l'évidence, on a été trahi. On n'est plus maître chez soi. Et comme l'a bien expliqué Maurice Bardèche, c'est le procès de Nuremberg en 1947 qui a été la pièce maîtresse de ce nouvel ordre mondial. Il faudrait lire tout son livre, Nuremberg ou la Terre promise, publié en 1948 à Paris.
aux éditions Les Sept Couleurs. Mais résumons quelques-unes de ces réflexions et citons le passage central qui concerne notre propos. Il montre tout d'abord que l'imposture du procès de Nuremberg est de prétendre faire justice alors qu'il s'agit de vengeance tout simplement. Le vainqueur prétend juger le vaincu. Mais on est comme dans la fable du loup et de l'agneau, selon que vous serez puissant ou misérable, qui devient selon que vous serez dans un camp ou dans notre camp. Et en effet, Bardèche remarque que les déportations qui servent la cause de la démocratie ne sont pas perçues par la juridiction de Nuremberg comme des actes criminels, tandis que toutes les déportations dans le camp ennemi sont considérées comme criminelles, dans le camp ennemi de la démocratie. En effet, il y a eu 12 millions d'Allemands qui ont été déportés par les démocraties. Après la guerre, 12 millions d'Allemands ont été déportés par les démocrates. Et 2,5 millions d'Allemands sont morts. Et pour eux, bien sûr, pas de procès, pas de larmes, pas de mémoire. En fait, donc, sous l'apparence et le prétexte de juger des criminels de guerre allemands, eh bien, Nuremberg a condamné toutes les souverainetés nationales. Et je recite maintenant Maurice Bardèche. L'accusation de complot est une excellente invention. Le monde est désormais démocratique à perpétuité. Il est démocratique par décision de justice. Désormais, un précédent judiciaire pèse sur toute espèce de renaissance nationale. Et ceci est infiniment grave, car en réalité, tout parti est par définition un complot ou un plan concerté, puisque tout parti est une association d'hommes se proposant de prendre le pouvoir et d'appliquer leur plan qu'ils appellent programme. La décision de Nuremberg consiste donc à faire une sélection préalable entre les partis. Les uns sont légitimes et les autres suspects, selon qu'ils seront démocratiques, mondialistes ou nationalistes et antidémocratiques. Les uns sont dans la ligne de l'esprit, donc c'est-à-dire anti-esprit des Lumières, anti-révolutionnaire. Les uns sont dans la ligne de l'esprit démocratique et ils ont le droit en conséquence de prendre le pouvoir et d'avoir un plan concerté, car on est sûr que ce plan concerté ne menacera pas la démocratie. Les autres, au contraire, n'ont pas le droit au pouvoir et par conséquent, il est inutile qu'ils existent. Il est entendu qu'ils contiennent en germe toutes sortes de crimes contre la paix et l'humanité. C'est le discours qui est bien sûr mensonger, mais enfin c'est le discours pour prétexter ces persécutions. Il y a donc dans ce simple énoncé un principe d'ingérence. C'est ça qu'il faut comprendre. Depuis Nuremberg, nous vivons sous un principe d'ingérence. Maurice Bardèche remarque ensuite que cette ingérence a ce titre particulier qu'elle semble ne pas traduire une volonté identifiable. Ce n'est pas telle puissance apparemment, ce n'est pas tel groupe de puissance qui s'oppose à la reconstruction de mouvements nationalistes. C'est la conscience de l'humanité qui serait intervenue à Nuremberg, qui serait descendue. Donc, et qui condamne que toute résurrection nationale est comme frappée de suspicion à cause de ce prétendu jugement de l'humanité. Alors faites vous-même les recherches pour savoir qui dirige, qui gouverne, qui manipule l'opinion de l'humanité, la conscience de l'humanité. En tout cas, sachez que, au dire de Nahum Goldmann lui-même, il rapporte dans ses mémoires que le tribunal de Nuremberg a été une trouvaille, une invention qui a été préparée, imposée même aux nations, aux démocraties, une trouvaille des représentants du Congrès juif international. C'est intéressant à savoir. Reprenons la partie principale de notre propos avec Maurice Bardèche. La condamnation du Parti national-socialiste, dit-il, va donc beaucoup plus loin qu'elle n'en a l'air. Elle atteint en réalité toutes les formes solides de la vie politique. Toute nation, tout parti qui se souviennent du sol, de la tradition, du métier, de la race, sont suspects. Quiconque se réclame du droit du premier occupant offense une morale universelle, prétendue morale universelle, qui nie le droit des peuples à rédiger leurs lois. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « cette terre est à moi ». Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans la cité et de dire « nous sommes les anciens, nous avons bâti les maisons de cette ville et que celui qui ne veut pas obéir à notre loi, eh bien, s'en aille, sorte de chez moi ». Nous vivions jusqu'ici dans un univers solide,
Le père, tout était clair, le père était le père, la loi était la loi, et l'étranger était l'étranger. Aujourd'hui, ces bases certaines, donc qui sont nécessaires à la vie naturelle des sociétés, ces bases certaines de la vie politique sont frappées d'anathème, car ces vérités constituent le programme d'un parti raciste condamné au tribunal de l'humanité, Nuremberg. En échange, l'étranger, le déraciné, eh bien, nous recommande un univers selon ses rêves. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de cités. D'un bout à l'autre du continent, les lois sont les mêmes, les passeports sont les mêmes, et aussi les juges, et aussi les monnaies. Vous voyez, il écrivait ça en 1948. Une seule police et un seul cerveau. Ça, c'est le mondialisme. Le sénateur du Milwaukee inspecte et décide, moyennant quoi le commerce est libre. Enfin, le commerce est libre. Et là, on rejoint les réflexions de Israël Shamir, vues dans notre dernière vidéo. Nous plantons des carottes qui par hasard se vendent jamais bien et nous achetons des machines à biner qui se trouvent toujours coûter très cher. Et nous sommes libres de protester, libres, infiniment libres d'écrire, de voter, de parler en public, pourvu que nous nous en prenions jamais, que nous ne prenions jamais des mesures qui puissent changer l'état des choses. Sinon, la liberté, là, elle va vite partir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors le drame de tout cela, depuis Nuremberg, c'est que, en réalité, le nationalisme est la seule solution naturelle pour assurer le bien commun des peuples et la paix dans le monde. Donc on a une inversion accusatoire. Si on accuse le nationalisme d'être source de guerre, alors que c'est le mondialisme qui va préparer la guerre. Le mondialisme préparera la guerre, tandis que le nationalisme va être le fondement de la paix. Le mondialisme, l'open société, les frontières ouvertes, c'est la mort des peuples. C'est la négation de leur droit d'être libres et indépendants. Et au bout du compte, c'est favoriser la guerre. Le multiculturalisme est un mythe qui contredit la réalité ethnique du monde et donc qui fait violence aux nations et qui les détruit et qui est source de malheur. Donc, pour le dire autrement, le nationalisme, c'est la biodiversité des races, tandis que le mondialisme, c'est la globalisation des races. C'est l'extinction de la biodiversité des races. Le nationalisme, c'est donc un monde en couleur. Ce n'est pas le mondialisme, le monde en couleur. Ce n'est pas le monde tolérant, ouvert. Non, c'est le monde clôturé qui va protéger les races et donc qui va protéger les couleurs. Et le mondialisme, lui, c'est le monde en gris. C'est le mélange des couleurs. Parce que pour voir les couleurs, il ne faut pas les mélanger, justement. Si on mélange toutes les couleurs, eh bien, le résultat est fade, le résultat est terne, le résultat est destructeur. Et c'est justement ce que veut le mondialisme, mélanger toutes les races, toutes les ethnies, et pour pousser à l'uniformisation, à l'individualisation du monde, pour faire de nous des êtres neutres, interchangeables, des consommateurs esclaves. Le nationalisme, c'est donc des sociétés homogènes, et c'est ce qui est le meilleur gage d'une amitié et de paix. Tandis que le mondialisme, c'est des régions, c'est des sociétés cosmopolites qui vont être source de tension nécessairement et ultimement source de guerre. Et c'est ce que veulent les mondialistes. Il faut diviser pour régner. Donc ceux qui crient au racisme contre ceux qui s'opposent au mondialisme ou à l'accueil inconditionnel des migrants, puisque l'un revient à l'autre, eh bien sont non seulement des gens stupides, malhonnêtes, mais aussi des gens cruels. Des gens même peut-être criminels. Si ces gauchistes et ces prétendus humanistes n'étaient pas conduits par une idéologie maçonnique qui les aveugle, s'ils avaient vraiment en vue l'intérêt des migrants tout autant que ceux de leur nation, eh bien ils militeraient contre la migration de masse qui est orchestrée aujourd'hui. Car le phénomène des migrants est nocif, nous l'avons vu, aux migrants comme aux autochtones. Et il y a un talentueux et très connu humoriste camerounais qui aujourd'hui encourage, qui a compris la malice de ce système et la malice judéo-maçonnique et qui encourage à la remigration, au retour aux sources, au retour chez soi, au retour au pays. Et en effet, comme le disait Abel Bonnard, académicien français, ministre de l'Éducation nationale sous Vichy, pendant l'État français, sous Pétain, il le disait bien, refuser le mélange,
Ce n'est pas seulement un signe de fierté, mais c'est aussi un signe de respect pour les autres races. Le nationalisme qui défend sa race, eh bien, respecte aussi par là même les autres races, les autres familles, parce que les races, c'est une famille humaine. Être partisan de la France aux Français, c'est du même coup être partisan du Cameroun aux Camerounais. Et vouloir la France aux Français, ça n'empêche pas d'avoir des amis étrangers. C'est faux de dire que le nationalisme est source de guerre. C'est une inversion accusatoire. C'est le mondialisme qui veut la guerre et qui est source de guerre. J'ai vécu moi-même 10 ans en Afrique, à Libreville, au Gabon. Et j'ai eu des amis là-bas, gabonais, togolais, camerounais, béninois. Je suis français, je suis pour la France aux Français, ça ne m'empêche pas d'avoir des amis étrangers. Alors je les salue, salut à toi, Francis Guéma, gabonais, Roch Oussou, tu étais béninois, Daniel Elipoui, Burkina, Pierre Obiang, etc. Salut les gars. Donc la solution morale, humaine, légale, légitime, ne peut être que dans le retour des migrants chez eux, de tous les migrants chez eux. Chacun chez soi. C'est du bon sens. C'est la meilleure condition pour qu'on soit heureux et la paix. En 1937, un archevêque allemand, Monseigneur Konrad Gruber, expliquait à ses diocésains, dans un document qui a eu l'accord de tout l'épiscopat allemand, qu'il expliquait que l'on ne saurait contester à aucun peuple, je cite, le droit de maintenir l'acquis intégral de sa race, ni celui de prendre les mesures qui doit le lui assurer. La religion chrétienne exige seulement que les moyens appliqués ne contreviennent pas à la morale, évidemment, ni à la justice naturelle. Mais les États ont le droit, les peuples ont le droit à défendre leur homogénéité. C'est un droit naturel que l'Église reconnaît, mais que le mondialisme méprise et que Nuremberg a interdit au nom de l'humanité, par une inversion accusatoire. Il n'y a d'avenir pour les migrants que dans leur pays. Il n'y a pas d'avenir pour les migrants ici. De même qu'il n'y a pas d'avenir pour nos pays, si ce n'est sans migrants. Il faut donc aider les migrants à rester chez eux ou à retourner chez eux. Car c'est chez eux qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent survivre et développer leur pays. Monsieur Warbeck, un ancien journaliste et le fondateur de Numbers USA, a prouvé de manière magistrale et très claire que l'immigration ne peut pas diminuer la pauvreté dans le monde, enfin la misère, le sous-développement dans le monde. Ce n'est pas ça la solution. Il a même montré le contraire, l'immigration de masse va appauvrir le monde entier. Et c'est d'ailleurs ce que cherchent les mammonites mondialistes. Voici donc sa démonstration, elle dure 5 minutes, elle est irréfutable et elle sera notre conclusion pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. Certaines personnes disent que l'immigration de masse aux États-Unis peut aider à réduire la pauvreté dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien non. Je vais vous montrer pourquoi. Ce bonbon représente le million d'immigrants légaux que les États-Unis ont accueillis chaque année en moyenne depuis 1990. Voyons qui dans le monde mérite notre compassion humanitaire. La Banque mondiale a un critère d'extrême pauvreté dans le monde. Il faut gagner moins de 2 $ par jour. Combien de gens gagnent moins de 2 $ par jour? Commençons par l'Afrique. Juste en Afrique, il y a 650 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. 650 millions. Et en Inde, 890 millions de gens extrêmement pauvres en plus. En Chine, 480 millions de personnes en plus qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et malheureusement, la Banque mondiale nous dit qu'il y a encore dans le reste de l'Asie 810 millions de gens qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et finalement, il y a 105 millions de gens en Amérique latine qui sont extrêmement pauvres. Il y a donc, selon la Banque mondiale, 3 milliards de personnes dans le monde, 3 milliards de personnes qui sont extrêmement pauvres en gagnant moins de 2 $ par jour. Ce sont ces 3000 bonbons. Et chaque année, nous en accueillons 1 million en prétendant que nous aurions fait progresser la situation humanitaire.
Évidemment, nos immigrants ne viennent même pas de ces populations extrêmement pauvres. Ces gens sont juste trop pauvres, trop malades, trop loin de tout pour arriver jusqu'ici en tant qu'immigrants. Nos immigrants font partie de la frange la mieux lotie des pauvres de ce monde. Le Mexique représente bien dans nos esprits les immigrants qu'on accueille ici, parce qu'ils sont nombreux à venir du Mexique et parce que le Mexique est pauvre. Combien de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est plus bas que celui du Mexique? La Banque mondiale nous dit que la réponse, c'est ces 3 milliards plus 2,6 milliards de personnes supplémentaires. 5,6 milliards de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est inférieur à celui du Mexique. Ça fait 5600 bonbons. Et que nous racontent nos dirigeants? Ils nous racontent que quand nous accueillons ce million d'immigrants, nous luttons d'une manière ou d'une autre contre la pauvreté dans le monde. Et nous devons le faire sans tenir compte des effets sur nos chômeurs, nos travailleurs précaires et tous les gens les plus vulnérables de notre société, sans tenir compte des effets sur nos ressources naturelles. Et même si on suivait les propositions les plus extrêmes de Washington, à savoir de doubler notre immigration à 2 millions par an, ce qui submergerait complètement nos infrastructures physiques, naturelles et sociales, nous ne pourrions pas changer les choses. Et nous pourrions même nuire à ces peuples pauvres dans le monde, parce que le million que nous accueillons, ce sont les personnes parmi les plus énergétiques, souvent les mieux éduquées et certainement les plus insatisfaites. Des personnes qui, si elles n'émigraient pas, pourraient être les moteurs du changement de leur pays et améliorer le destin de leur peuple. Les vrais héros dans la cause humanitaire mondiale, ce sont les gens qui auraient les moyens d'immigrer, mais qui préfèrent rester dans leur pays pour utiliser leurs talents et aider leurs compatriotes. Malheureusement, notre système d'immigration encourage ces héros potentiels à abandonner leurs concitoyens. Mais l'impossibilité d'avoir la moindre influence est en fait pire que ce qu'il nous paraît là. Parce que l'année passée, lorsqu'on a accueilli 1 million d'immigrants, ces pays ont généré, natalité moins mortalité, 80 millions de personnes pauvres en plus. Et cette année, le Congrès fera venir 1 million d'immigrants légaux. Et cette année, selon les Nations Unies, ces pays devraient gagner encore 80 millions de personnes supplémentaires. Et l'année prochaine, vous pouvez être certain que le Congrès, à moins que les électeurs ne l'en empêchent, fera venir un autre million d'immigrants. Et ces pays, malheureusement, vont encore ajouter 80 millions de gens à leur population déjà pauvre. Nous pouvons en accueillir 5 millions par année, mais on n'enrayera pas ce qui se passe dans ces pays, pas même en 100 ans. Voyez, l'immigration ne pourra jamais être un moyen efficace de s'attaquer à la souffrance des gens dans ce monde. Ils doivent être aidés là où ils vivent. 99,9% de ces gens ne pourront jamais être en mesure d'émigrer dans un pays riche. Ce n'est pas possible. Ils doivent s'épanouir là où ils ont leurs racines. La seule place où 99,9% de ces gens peuvent être aidés est là où ils vivent. Aidons-les là-bas.